Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief. Les Sénégalais se sont rendus aux urnes ce dimanche 24 février 2019 pour élire leur président. Le nouvel homme fort du pays de la Teranga aura à faire face à de nombreux défis. Davantage de démocratie et de justice sociale, éducation, emploi, situation spécifique des femmes. Bref, les attentes sont nombreuses. Pour en parler, nous sommes pour la première partie avec Thierno Bokoum, coordonnateur du pôle communication de la coalition IDI 2019. Merci. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Je voudrais en profiter pour saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci. Et avec lui, M. Momar Diong, analyste politique. Bonjour, bonsoir à vos téléspectateurs. Et puis on est très heureux de votre invitation et on vous en remercie. En tout cas, bienvenue à vous. Alors, nous avons lu le programme des 5 candidats. Tous les secteurs du pays sont prioritaires. À quoi le président devra-t-il s'attaquer en premier, selon vous? Je crois que ça ne vous a pas échappé. Tout le débat autour de cette campagne s'est structuré autour du bilan du président Macky Sall, entre l'actif et le passif. Il s'est beaucoup réjoui de son actif au plan matériel, c'est vrai, il y a eu beaucoup de réalisations. On peut en citer quelques-unes, le TER, l'autoroute Ila Touba, l'arène nationale, Dakar Arena, etc. Au plan social aussi, il y a eu un certain nombre de programmes qui ont été initiés par son gouvernement, notamment les bourses de sécurité familiale. Il y a également la carte d'égalité des chances, il y a la couverture maladie universelle. C'est vrai que tout n'a pas été parfait sur ce plan-là, mais quand même, ces programmes ont le mérite d'exister. Maintenant, à côté de cet actif, il y a bien évidemment le passif. Et le passif, c'est tout ce qui rentre dans le cadre de ce qu'on peut appeler le bilan immatériel du président Macky Sall. Il s'était fait élire en 2012 sur la base de rupture qu'il avait promis aux Sénégalais, notamment au plan institutionnel. Et c'est ce qui a fait défaut vraiment durant son magistère de 7 ans. On s'est rendu compte que le président de la République a tous les pouvoirs. Il n'a pas eu de rupture par rapport à cette macrocéphalie présidentielle. On s'est rendu compte également qu'il n'y a pas eu de séparation des pouvoirs. Jamais le système judiciaire n'a été aussi inféodé à l'exécutif. Ça, par ailleurs, nous allons y revenir, mais selon vous, dans l'urgence, quelle est l'exigence du peuple sénégalais? Écoutez, l'exigence du peuple sénégalais, c'est tout ce qui relève du passif du bilan de Macky Sall. C'est-à-dire les Sénégalais voudraient voir le président de la République, nouvellement élu, aller dans le sens d'une société plus juste, plus cohérente et plus pacifique. Alors, M. Bokoum, partagez-vous cet avis? Oui, parfaitement. Je pense que c'est un constat objectif. Il faut le dire très clairement, le président de la République a été candidat en 2012, le président Macky Sall, le président sortant, et il avait fait des promesses aux populations. Les populations avaient tenu à ce que certaines questions soient traitées convenablement, d'où d'ailleurs ces initiatives multiples qui ont conduit aux assises nationales, qui ont conduit à énormément de réflexions orientées sur la réforme des institutions. Malheureusement, on a constaté effectivement que aujourd'hui, le président de la République n'a pas pu mettre en œuvre ces réformes ou n'a pas voulu mettre en œuvre ces réformes. Il avait la possibilité de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, c'est une grosse déception pour les populations. Donc nous considérons que c'est un passif quand même qui est là et qui n'est pas accepté par les populations. L'autre aspect, c'est que par rapport aux actifs dont on parle tout le temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans n'importe quel État, il y a quand même un budget qui est disponible, il y a la possibilité de recourir aux emprunts, il y a la possibilité à travers la coopération internationale de pouvoir avoir des fonds. Donc le fait de dépenser en tenant compte de ces fonds-là n'est pas foncièrement, disons, un bilan qui peut relever un président de la République à un niveau dont on parle. Je veux dire par là tout simplement que fondamentalement, on attendait le président sur des réformes structurelles de notre économie, on attendait le président sur des réformes qui peuvent permettre
d'avoir de l'emploi dans ce pays. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a fait des dépenses. Ces dépenses ont produit, disons, des ponts, des autoroutes, etc. Mais fondamentalement, du point de vue structurel, il y a un problème à régler. Et par rapport à ces défis, commençons par un secteur clé, par exemple l'éducation. Dans son programme qu'il définit sur 3 axes, le candidat de la coalition Idy 2019 s'est engagé dans le deuxième à mettre fin aux conflits sociaux en rapport avec les différents partenaires de l'école, car selon lui, les échecs scolaires d'aujourd'hui sont les échecs économiques de demain. Il a notamment aussi parlé du règlement définitif des problèmes budgétaires récurrents de nos universités. Est-ce une manière de dire que tout ce qui a été fait jusqu'ici s'avère insuffisant? Oui, vous savez, il y a une crise de confiance entre les acteurs de l'enseignement et l'État. C'est ça le problème exactement, parce qu'aujourd'hui, quels que soient les financements qu'on peut avoir ou les investissements au niveau de l'enseignement, s'il y a des grèves récurrentes et que les enseignants ne donnent pas les cours, bien entendu, ça va se répercuter sur le fonctionnement de l'école au Sénégal. Et c'est dû à quoi? C'est dû à des engagements, le plus souvent à des engagements non respectés. Le président de la République ou le gouvernement du Sénégal prend souvent des engagements chiffrés et datés qu'ils ne respectent pas à temps. Donc, du coup, cela crée véritablement de la frustration du côté des syndicats d'enseignement et cela les motive à davantage aller en grève. Et je pense qu'il faut rétablir cette confiance en étant très transparent tout simplement. Parce que le constat qui est fait est que l'État n'est pas dans une démarche de hiérarchisation des priorités et qu'à chaque fois qu'on refuse aux enseignants une dépense financière quelconque, de l'autre côté, on est dans des dépenses de sinécure où on met en avant d'autres aspects. Donc il y a une forme de manque de transparence au niveau du budget, de l'utilisation du budget, qui est un problème fondamental. Ensuite, bien entendu, il faudra aussi veiller à ce que l'enseignement marche dans notre pays. On a l'habitude de dire, comme vous l'avez si bien cité, les échecs d'aujourd'hui dans l'enseignement vont être les échecs économiques de demain. Nous avons besoin de ressources humaines de qualité, formées, une formation qui va prendre en compte les demandes du marché et nous avons besoin de nous concentrer davantage sur cet aspect-là parce que c'est ça qui nous permettra d'aller vers un développement. Ce qui est très important pour l'avenir du pays. Alors, M. Diong, le secteur éducatif, il a été très perturbé, disons, ces dernières années. À chaque fois, on prend les mêmes résolutions, mais on n'aboutit jamais à une résolution définitive. Que pensez-vous de tout cela? Écoutez, moi, je pense que le premier défi qui attend le nouveau président de la République, c'est d'abord de pacifier l'espace scolaire, l'espace universitaire, en renouant le dialogue avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicalistes. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, et on s'en est rendu compte avec l'initiative qui a été prise par le président Macky Sall, devant la nécessité de décongestionner les universités de Dakar et de Saint-Louis particulièrement, d'orienter 41 000 étudiants dans les instituts d'enseignement supérieur privés, avec tous les problèmes que ça a eu. Donc moi, je pense que, de ce point de vue-là, il va falloir faire beaucoup plus que ce qu'avait fait le président Abdoulaye Wade. Parce qu'à l'époque, devant la même situation, le président Abdoulaye Wade avait conçu ce qu'on appelle les centres universitaires régionaux, les CUR. Mais apparemment, ça n'a pas réglé le problème. Bon, le président Macky Sall s'est engagé également à faire l'université de Sine Saloum, un projet lancé mais que l'on attend toujours. L'université virtuelle du Sénégal vaut également ce qu'elle vaut, ça pose un problème. Je crois que ce qu'il y a à faire, c'est de redessiner la carte universitaire afin que le trop-plein d'étudiants qui ne peuvent plus être orientés dans les universités publiques et qui sont aujourd'hui reversés dans les universités privées puissent retrouver dans les différentes régions des espaces où ils peuvent faire les autres. Il faudrait aussi dire, je ne vous coupe pas, mais il y a quand même eu des avancées par rapport aux bourses notamment et même la concertation qui a été mise en place pour pacifier l'espace universitaire. Oui, mais il faut aller au-delà. Moi, je parlais de pacifier le milieu scolaire, mais les problèmes des bourses, c'est des problèmes qui se posent de façon ponctuelle et qu'on règle. Mais je parle d'une politique plus structurelle qui permettra vraiment de prendre en charge définitivement les problèmes de l'éducation et de les résoudre. Donc, pacifier le milieu scolaire en renouant le dialogue avec les partenaires sociaux et en respectant tous les engagements souscrits par l'ancien gouvernement par rapport à ses partenaires sociaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, redessiner la carte universitaire
pour que des régions puissent être dotées de centres universitaires capables de recueillir les étudiants qui sont aujourd'hui reversés dans le privé. Ce n'est pas la vocation de l'État de prendre des étudiants et de les envoyer dans des instituts supérieurs d'enseignement privé. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il y a eu des concertations il y a, je crois, 2 ans, et qui ont été pilotées par Souleymane Bachir Diagne. C'est les fameuses concertations sur l'enseignement supérieur, et qui visaient surtout à faire en sorte que les filières scientifiques émergent de plus en plus. Et cela pour tendre vers une adéquation entre la formation et l'emploi. Vous voyez que ceux qui font des offres de formation qui soient en adéquation avec l'entreprise, c'est les universités privées. Il y a même une université privée qui a comme réclame université de l'entreprise. Alors il va falloir que l'État, à travers les universités publiques, avec une orientation de la recherche et l'accent qui sera mis sur les filières scientifiques, qu'on aille dans cette direction. Alors, Monsieur Bokoum, déjà, pour boucler déjà ce chapitre sur l'éducation, par rapport aux différentes propositions de votre candidat, que faudrait-il faire justement pour améliorer la bonne qualité de l'enseignement et la formation, entre autres? Oui, je pense que Momar l'a évoqué tout à l'heure. C'est extrêmement important aujourd'hui de faire un diagnostic de l'existant. Il y a des problèmes récurrents qui viennent chaque année, notamment, disons, le nombre de bacheliers qu'on a du mal à orienter. Il y a un défaut de diversification de l'offre de l'éducation qui doit aujourd'hui permettre à des étudiants de pouvoir avoir des formations rapides prêtes à l'emploi pour pouvoir insérer le milieu de l'emploi. Il y a également, bien entendu, selon l'ANSD, plus de 360 000 personnes qui se versent dans le marché de l'emploi chaque année. Et il y a un problème d'adéquation entre l'enseignement et la demande de l'emploi. Donc il y a nécessairement cette nécessité de mettre l'accent davantage sur l'enseignement professionnel. Mais pourtant, des avancées sont en train d'être faites. Loin de moi l'idée de défendre le bilan du président Macky Sall, mais il faudrait aussi admettre qu'il y a des avancées qui ont été faites. Le président de la République, nous l'avons vu, encourage l'entrepreneuriat et aussi il y a le pôle de Diamniadio qui sera bientôt mis sur place avec de nouvelles infrastructures mises sur place pour desservir un peu Dakar, entre autres. Cela n'est pas nié. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question de l'emploi est une question transversale. Ça ne se limite pas seulement à des mesures ponctuelles, mais c'est une démarche structurelle qui doit conduire à absorber cette demande d'emploi. Il faut travailler sur la structure de l'économie, c'est important. On ne peut pas aujourd'hui avoir une économie tirée par le secteur tertiaire qui ne met en avant que les emplois précaires et vouloir absorber cette demande d'emploi. Aujourd'hui, plus de 50% des populations sont au niveau du secteur primaire. Ce secteur représente 13% du PIB. Ça pose problème. Donc il faut une réorientation, disons, de notre démarche en ce qui concerne notre économie. Il faut un changement de paradigme en ce sens. Il faut appuyer le secteur privé, c'est extrêmement important. Le secteur privé est pourvoyeur d'emplois. L'État n'a pas pour vocation de pourvoir des emplois. L'État doit créer les conditions pour qu'il puisse y avoir des emplois. Et également mettre du sérieux dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas dire qu'il faut une délégation de l'entrepreneuriat rapide. Quand même, c'est une manière un peu de dire qu'il faut consommer très rapidement la manne financière mise à la disposition des Sénégalais, alors qu'il faut un projet sérieux, il faut de l'encadrement, il faut de la formation. Il ne faut pas que les projets passés doivent en tout cas nous servir de leçon, que ça ne soit pas de la répétition. Je pense fondamentalement que sur cet aspect, il y a une question transversale à gérer. Ça ne se limite pas seulement sur l'éducation, il faut également travailler sur la structure de l'économie. Par ailleurs, nous allons y venir, surtout que le secteur sénégalais, l'économie sénégalaise est plutôt tertialisée. Et là, on sort un peu du volet éducatif, on s'intéresse à la santé. Déjà, un secteur hautement prioritaire également. Voici quelques difficultés qui ont été évoquées, M. Diong, par le candidat de la coalition IDI 2019 et auxquelles il compte apporter des solutions alternatives, à savoir une accessibilité géographique aux soins,
très insuffisant et un personnel de santé insuffisant, les urgences médicales mal assurées, selon lui. Toujours une prévention médicale réduite en plateau technique sommaire et géographiquement mal répartie, selon lui. Est-ce tout ce qu'on peut dire par rapport aux points négatifs de ce secteur? Là aussi, comme on l'a dit tantôt, pour ce qui est de l'éducation, il va falloir réarmer moralement les agents. C'est important parce que c'est eux qui font le travail. La deuxième chose également, là aussi, il faut aller vers une redéfinition de la carte sanitaire pour que quand même des infrastructures de santé puissent être accessibles aux populations et à n'importe quel coin du territoire. Ensuite, je crois que c'est une bonne chose pour le président Macky Sall que d'avoir initié la couverture maladie universelle, parce que ça faisait défaut. Voilà, justement. Parce que jusqu'avant que cette initiative soit prise, seulement 20% des Sénégalais et qui travaillent dans le secteur informel bénéficiaient d'une couverture maladie. Maintenant, vouloir élargir cette assiette à 80% des Sénégalais, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc il va falloir que le nouveau président de la République s'attelle à élargir l'assiette de la couverture maladie universelle en évitant aussi les impairs qu'on a notés dès sa mise en œuvre, avec quand même des ardoises de dette au niveau des infrastructures de santé qui n'arrivaient pas à être épongées et qui ont un tout petit peu contribué d'ailleurs à déséquilibrer le fonctionnement de ces infrastructures de santé. Il va falloir corriger à ce niveau. Alors, M. Bokoum, à la place, votre candidat prône entre autres la création d'un service de gestion sanitaire sociale à la place de la CMU, incluant la maire et l'organisation à nouveau des assises nationales de la santé et garantir la mise en œuvre, etc. Oui, parfaitement. Il faudra inclure la maman. Il faut dire d'ailleurs que l'appellation CMU, ça n'a rien d'universel. C'est de 0 à 5 ans. Et bien entendu, beaucoup d'autres aspects ne sont pas pris en charge. Il faut aller au-delà. Il faut appuyer la mère. Il faut faire en sorte que la maman soit en bonne santé. Mais au-delà de tout, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ce qui se passe, c'est qu'en dehors de la CMU, aujourd'hui, même si on a les moyens de se soigner, on a des difficultés pour se soigner. C'est ça le véritable problème. C'est lié d'abord au fait que les structures de santé sont éloignées de la localité dans laquelle nous vivons, ou bien nous avons un plateau technique qui n'est pas bien doté, ou bien nous avons un personnel qui est insuffisant. Donc il y a de ces préalables à régler avant tout, parce qu'aujourd'hui, même si on ne bénéficie pas de la couverture maladie universelle, quand on a la possibilité de pouvoir se soigner, avoir les moyens en tout cas de se soigner, on n'en a pas parfois la possibilité. Parce que tout simplement, tout ça, ça fait défaut. Donc nous pensons que c'est un tout qu'il faut prendre en compte, qu'il faut, du point de vue social, adjoindre à l'enfant la maman qu'on doit sauvegarder, disons, et faire en sorte qu'elle soit en bonne santé. Mais en plus de cela, permettre à tout Sénégalais, qu'ils bénéficient de la couverture maladie universelle ou pas, d'avoir la possibilité de se soigner, de faire face à un plateau technique beaucoup plus fourni, faire face à un personnel médical bien réparti sur le territoire national. Et bien formé surtout. Bien formé, bien réparti, parce que le nombre aujourd'hui de médecins à Dakar par rapport au reste du Sénégal est quand même impressionnant, même par rapport aux pharmaciens. Donc il faut un redéploiement du personnel de santé. Il faut nécessairement que tout Sénégalais puisse se sentir en sécurité, en tout cas du point de vue de la santé, et puisse véritablement avoir accès à la santé. Alors, Momanda, vous avez quelque chose à ajouter? Je ne sais pas si je peux ajouter un mot là-dessus. C'est-à-dire le meilleur baromètre pour juger de la faillite des politiques publiques depuis les indépendances, c'est les secteurs de l'éducation et de la santé. Quand ces secteurs-là marchent, un pays marche. Mais quand ces secteurs-là sont en décrépitude, ça veut dire qu'il y a la faillite des politiques publiques. Or, qu'est-ce que vous remarquez? Aujourd'hui, avoir un bon enseignement ou avoir de bons soins de santé dépend de son portefeuille. À partir de ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une rupture du principe d'égalité entre les citoyens. Selon que la personne est riche ou a des moyens, ou selon qu'il est pauvre, il n'a pas droit à un enseignement de qualité ou à des soins de santé de qualité. Et ça, il va falloir le corriger. La deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir que le caucus des femmes leaders a voulu que la famille soit au centre du débat au cours de cette campagne électorale-là qui vient de s'achever. Parce que tout simplement, c'est une façon holistique, une approche holistique pour que les politiques publiques puissent
avoir des incidences favorables dans une famille. Quand quelqu'un est malade dans une famille, c'est un poids supplémentaire, c'est une préoccupation pour la famille, et finalement, c'est handicapant pour toute la famille. À partir de ce moment-là, prendre en charge vraiment les soins sanitaires pour que ça soit réglé définitivement et que ça ne soit plus un fardeau pour la famille, ça me paraît être également un défi majeur pour le nouveau président de la République. Donc en bref, développer les services sociaux de base. Bien évidemment. Et alors, on l'a vu aussi, à chaque élection, les promesses se multiplient, mais la réalité reste tout autre sur le terrain. Quels sont les facteurs bloquants selon vous? Écoutez, les facteurs bloquants, c'est qu'il y a juste le clientélisme politique qui prévaut jusqu'à présent. C'est-à-dire, quand vous venez au pouvoir, vous faites sans doute des promesses mirobolantes, mais c'est l'approche partisane qui prime, tant et si bien qu'au lieu de s'étendre à l'ensemble des populations, les fruits de la gouvernance s'adressent à un camp. Voilà, c'est ça un problème. Moi, je pense qu'il va falloir que de ce point de vue-là, qu'on change l'approche. La deuxième chose, et ça, on va y revenir peut-être en parlant d'économie, c'est qu'il y a une tertiarisation de l'économie sénégalaise. Alors que l'essentiel de notre tissu économique, c'est le secteur informel et c'est les PMI qui constituent 90% du tissu industriel ou d'entreprise au Sénégal. Et il me semble que jusque-là, les efforts sont orientés vers les services et les technologies, plutôt que vers le secteur informel et vers les PMI qui englobent l'essentiel de la population active. À partir du moment où il y a un changement de paradigme qui consistera de mettre davantage l'accent et les efforts dans le secteur informel et également au niveau des PMI, vous verrez que fondamentalement ça va changer parce que ça aura des incidences sur le pouvoir d'achat des Sénégalais et sur le niveau de revenus des Sénégalais, et ça va changer énormément de choses. Alors, Monsieur Bokoum, on l'a vu, hein, durant cette campagne-là, les candidats n'utilisaient même pas le terme promesse, mais accentuaient leur programme plutôt, ils le voyaient comme une vision et un souhait, vu qu'à chaque fois, les promesses sont nombreuses, mais se heurtent, comme je l'ai dit tout à l'heure à Monsieur Momar, à la réalité du terrain. Selon vous, que devra faire le nouveau président pour changer la donne? Oui, d'abord, il faut comprendre que les promesses, il faudra les étudier avant l'élection et non après. Avant l'élection, à travers un programme chiffré, raisonnable, faisable. On ne peut pas aujourd'hui faire des promesses à n'en plus finir qui demandent que l'État débourse énormément de moyens sans pour autant parallèlement présenter des ressources additionnelles. Ça pose problème. C'est pourquoi d'ailleurs nous, dans notre programme, nous avions très clairement identifié les ressources additionnelles pour pouvoir véritablement maintenir nos promesses. Alors l'autre aspect est que, bon, vous savez, nous sommes dans un pays où véritablement de plus en plus les Sénégalais parviennent quand même à distinguer les choses et qu'on se rend compte de plus en plus également que les hommes politiques commencent à être raisonnables par rapport aux promesses, parce qu'on l'a vu durant le mandat du président Macky Sall, les récriminations contre sa personne, les inquiétudes, etc., contre sa gouvernance, c'est lié aux promesses non tenues. Donc les promesses non tenues ont toujours un impact, disons, un effet assez dangereux pour le candidat élu. Donc beaucoup commencent à faire attention sur cela. Mais ce que je peux dire très clairement, c'est que la réalité du pouvoir doit être appréhendée et qu'on puisse tenir un langage de vérité aux populations pour tout simplement, pour ne plus les décevoir et travailler à véritablement mettre en avant les intérêts supérieurs de la nation et non mettre en avant des promesses qui peuvent seulement nous permettre d'être au pouvoir sans pour autant prendre en charge les préoccupations des populations. Ce qu'il faut ajouter peut-être, c'est que le président doit se comporter en très bon père de famille. Se comporter en très bon père de famille, c'est ne pas vivre au-dessus de ses moyens et rationaliser ses dépenses. Comme le dit M. Bokoum, tenir un langage de vérité. Peut-être on est un peu rattrapé par le temps. Une dernière question. Les Sénégalais prennent-ils plutôt en compte les programmes proposés par les candidats? Oui, je crois. Je crois que pour cette élection-là, ils ont été particulièrement attentifs aux programmes proposés par les candidats pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le président Macky Sall a battu campagne sur la base de son PSE, Plan Sénégal émergent. Et vous n'êtes pas sans savoir également qu'il y a eu l'émergence
sur la scène politique de ce que j'appelle les technopolitiques, qui présentent des profils comme Ousmane Sonko, comme Issa Sall, et qui viennent avec un discours structuré autour d'un programme. Et qu'il faut le dire, parmi les 5 candidats, sont les seuls à ne pas avoir d'expérience gouvernementale. Voilà. À partir de ce moment-là, avec le PSE, vis-à-vis de laquelle il fallait que les candidats de l'opposition trouvent une alternative, ce discours également technopolitique qui a émergé sur la scène politique, sans oublier le fait de l'expérience d'un candidat comme Idrissa Seck, également qui pouvait, sur la base de l'expérience qu'il a eue de sa gestion du pouvoir dans le passé, et également de la large coalition qui s'est constituée autour de lui et dont les principaux leaders étaient porteurs chacun d'un programme. Il fallait en faire la synthèse pour le proposer aux Sénégalais. Mais à partir de ce moment-là, le débat, je crois, sur les programmes ont été assez intenses et les Sénégalais y ont attaché de l'importance, d'autant que, pour une fois, avec uniquement 5 candidats et avec une tranche campagne électorale qui dure 35 minutes, 7 minutes par candidat, les Sénégalais ont eu le temps et la latitude en un seul jet de surveiller chacun, d'écouter le discours attentivement de chacun, et je crois que ça a impacté sur le vote. Voilà, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Je vous le rappelle, nous avons reçu sur notre plateau M. Momar Diong, analyste politique, et également, on a l'habitude de vous appeler honorable, M. Thierno Bokoum. Il est le coordonnateur du pôle communication de la coalition IDI 2019. Restez avec nous, on se retrouve dans la seconde partie du débrief. Vous êtes toujours dans le débrief pour la deuxième partie. Nous sommes avec Mamadou Ndione, porte-parole du candidat Macky Sall. Un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Le plaisir est partagé et je profite de l'occasion également pour saluer tous vos téléspectateurs. Merci à vous et Papa Amadou Fall, directeur de publication du journal La Gazette. Toujours heureux de participer à vos débats et c'est l'occasion de dire également encore bonjour à l'ensemble de vos téléspectateurs. En tout cas, merci à vous. Et nous poursuivons avec les défis auxquels fera face le président nouvellement élu à la tête de ce pays. Et là, nous parlons d'une autre question tout aussi importante, l'emploi des jeunes. Les politiques sur l'emploi, si on peut le dire, des jeunes ici au Sénégal ont toujours échoué. Le taux de chômage, selon l'ANSD, est de 15,7%, les femmes étant les plus touchées. L'ADER, l'une des dernières propositions du président Macky Sall, qu'en pensez-vous? C'est l'un des casse-têtes auxquels nos dirigeants sont confrontés depuis que ce pays est devenu indépendant en 1960. Il faut bien le relever. Des initiatives sont prises, des options sont dégagées, mais au résultat, la question elle est toujours là, assez troublante. Vous savez, quand vous ne réglez pas la question de l'emploi des jeunes, vous êtes confronté à de multiples situations, l'insécurité pour le citer, parce que le chômage a des effets d'entraînement qui sont extrêmement difficiles à gérer. Et nous avons entendu le candidat Macky Sall, par exemple, dire il y a quelques jours, je vais créer 1 million d'emplois. C'est heureux d'entendre cela de la part d'un dirigeant, cela veut dire qu'il y a une prise en compte qui est faite. Mais comment traduire cela? Et surtout comparé aux 500 000 de 2012. Les 500 000 de 2012, donc on vous diront que 400 000 emplois ont déjà été réalisés. Bon, c'est les chiffres que l'on vous avance, mais je pense que le souci est là. Et je voulais dire que c'est la permanence du souci que Macky Sall a par rapport à cette question. Parce que si vous ne prenez pas en charge votre jeunesse, vous vous trouvez dans des situations qui peuvent être extrêmement pénibles dans votre pays. Parce qu'il faut que les jeunes s'occupent. Donc on vous dise au Sénégal, Barça et Barzakh, parce que les gosses, ils passent par la mer, ils passent par le désert pour aller en Europe. Il faut qu'on arrête cela. Et ça ne peut se traduire que véritablement par une politique qui est bien mise en place, qui est bien cernée et qui soit extrêmement efficace. Alors, porte-parole du candidat Macky Sall, M. Ndione, l'ADER, l'une des dernières propositions du président Macky Sall. Déjà, votre avis là-dessus, pourra-t-il résoudre les nombreux problèmes, le casse-tête, comme le dit M. Fall? Oui, déjà avant l'ADER, je voudrais insister sur le fait que la question de l'emploi, c'est d'abord une question d'employabilité.
D'employabilité, c'est-à-dire de formation professionnelle. Comme vous le savez, même le taux que vous avez versé tout à l'heure, au niveau de ce taux, le pic, c'est au niveau des sortants des universités. N'est-ce pas? Bon, suite aux réformes qui ont été, disons, qui sont issues de la large concertation sur les réformes de l'éducation et de la formation, le chef de l'État est en train de corriger cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je donne un exemple, il n'y avait que 5% d'enseignement technique et professionnel au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à 15%. Suite à une volonté politique manifeste, n'est-ce pas, de correction de ce gap au profit de l'enseignement technique et professionnel. Donc c'est d'abord une question d'employabilité, formation. L'autre F, financement. Voilà, parce qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'accès au crédit. Or le système bancaire classique, avec les garanties que le système demande, c'est assez compliqué. Donc c'est en réponse à cela que la DER a été mise en place pour cibler en priorité les femmes et les jeunes. Aujourd'hui, il y a eu au moins une enveloppe de 30 milliards, avec 53 personnes physiques qui ont été touchées déjà pour le moment. Et c'est important, l'accès au crédit également permet de résoudre ce problème. Mais au niveau des chiffres, en 12 ans déjà, en 7 ans, on a pu créer en termes d'emplois nets. L'économie sénégalaise a créé en termes d'emplois nets 491 000 emplois. Hors secteur agricole, hors secteur halieutique, hors secteur primaire au sens large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on y ajoute les records qu'on a eu au niveau du secteur agricole, c'est beaucoup d'emplois. C'est énorme. Maintenant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a une période de transition qui est assez délicate, qu'il faut mettre en lien avec les réformes dans le système éducatif. N'est-ce pas? Mais grosso modo, quand on voit les parcs industriels, quand on voit les records dans le secteur agricole, ce qui a été fait dans le secteur halieutique, dans le secteur de la pêche, on voit que c'est une question quand même qui est en voie de solution, même si par ailleurs le plein emploi productif sera difficile à atteindre. Alors, cette délégation à l'entrepreneuriat rapide pourra-t-elle réussir là où beaucoup d'initiatives vont échouer selon vous? Oui, en fait, l'avantage de la délégation à l'emploi rapide déjà, c'est une structure qui travaille directement, n'est-ce pas, avec les populations. Parce qu'il promeut beaucoup l'entrepreneuriat. Oui, non seulement il y a ça, mais également il y a un certain dynamisme qui est fait et c'est en toute transparence. Aujourd'hui, il y a certains projets, par exemple, qui n'ont pas besoin, vu le niveau de financement, de toute une paperasse, n'est-ce pas, de toute une paperasserie, n'est-ce pas? Et c'est important. Aujourd'hui, c'est des solutions de facilitation. Aujourd'hui, par exemple, à côté du secteur bancaire, il y a le secteur de la microfinance qui applique des taux qui sont des taux exorbitants. Maintenant, au niveau de la DER, déjà, les taux tournent autour de 4-5%, avec une possibilité d'accompagnement, n'est-ce pas, par une structure. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, parmi les 5 initiatives du prochain quinquennat, le président de la République a beaucoup insisté sur ce qu'il appelle l'économie sociale et solidaire, n'est-ce pas? Donc, ce qui va permettre de renforcer ce qui a été fait avec la délégation générale à l'emploi rapide. Alors, parlons de gouvernance. Monsieur Fall, en 2012, le président Macky Sall a beaucoup parlé de rupture, gouvernance sobre et vertueuse. Que peut-on en retenir? Il y a eu, durant ce mandat. qu'il y a eu quelques enjambées, belles même, qui ont été faites parce qu'avec la mise en place de certaines institutions, il faut bien qu'on s'arrête là-dessus. En parlant de l'OFNAC, vous me direz, mais le CREI également, bon, peut-être que nous en parlerons. C'est dire qu'en tout cas, il y a une lecture qui a été faite pour dire, voilà peut-être l'une des solutions pour pouvoir accéder à cela. L'équation que nos pays africains ont de manière générale se situe à ce niveau-là. La question de la gouvernance, c'est préoccupant, ça pose problème. Et quand vous prenez les mesures idoines de manière générale, vous vous retrouvez face peut-être à une force qui est extrêmement difficile à gérer. Je le dis comme ça, parce que moi, quelque part, dans la démarche de Macky Sall, dès qu'il a pris le pouvoir, en disant « nous allons traquer ». Nous allons traquer. Mais il a fait face à une opposition terrible dans ce pays. On l'a dit tantôt, durant les campagnes, il y a des promesses qui sont faites, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Vous savez, c'est peut-être forcer sa nature pour pouvoir surmonter cela. Il faut forcer sa nature. Je pense que
un pays comme le Sénégal, où l'on vous dit quelque part que nous avons justement un taux de chômage qui est extrêmement important, où l'on vous parle d'équité, où l'on vous parle de questions de justice, que certaines personnes puissent s'aventurer à dire les deniers de la République, nous nous en accaparons et nous en faisons ce que nous voulons. Mais je pense que ce que l'on attend du gouvernant, le premier, c'est de dire non halte à cela. Macky Sall s'était prononcé en ce sens-là. Je pense que c'était lors de l'université d'été de l'APR, en disant « je ne protégerai personne ». Tout le monde se rappelle cette phrase-là, mais il a été confronté à la réalité du terrain. Et je pense que celui aujourd'hui qui a les rênes de ce pays doit pouvoir s'affirmer et dire fortement « vous m'avez élu pour que je puisse gérer » non pas comme je l'entends, mais selon les lois de cette République. Donc, l'on ne laissera pas les uns et les autres s'amuser avec notre argent. Et c'est ça, la principale difficulté que nous avons quand nous parlons de gouvernance. Les choses se situent à ce niveau-là, malheureusement. Donc, il y a un recadrage absolument à faire pour peut-être arriver à ce que l'on ne dise plus du Sénégal pays corrompu. Nous sommes estampillés comme l'un des pays les plus pauvres au monde, 165e place. C'est inacceptable que l'on puisse vivre de cette manière-là encore. Alors, Monsieur Ndione, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Monsieur Fall. Par rapport à ses promesses, si on prend en compte celle de 2012, le candidat Macky Sall s'est-il affirmé par rapport à sa vision? Oui, n'oublions pas que le président Macky Sall, dès son accession à la souveraineté internationale du pays, avait eu à déjà poser des actes très forts en termes de sobriété. Et ce sont ces actes qui ont permis déjà de sauver plus ou moins l'année 2012. Et il est toujours dans ce tempo. Et souvent, je donne un exemple très simple. Le PUDC, si on a pu mettre 113 milliards dans sa première phase, en fonds propres, c'est parce qu'il y a eu une politique d'austérité, une politique de réduction des dépenses de l'État et une politique de réallocation de ces sommes au niveau du monde rural à travers la première phase du PUDC. Donc le président est dans ça. Par rapport à la gestion vertueuse, je pense que les instruments sont là. Il y a l'OFNAC, il y a des structures, des corps de contrôle de l'État. Maintenant, entre ce que dit souvent la presse et la réalité des dossiers, souvent il peut y avoir un problème de tempo, n'est-ce pas, de temps, parce que le temps de la justice n'attend pas le temps. Parce qu'il faut le dire, ces institutions ont beaucoup été décriées. Oui, en fait, ce qui décrit ces structures, disons, souvent font beaucoup d'amalgame. Parce que, vous savez, au niveau de l'État, les corps de contrôle de l'État ne sont pas des juridictions, n'est-ce pas? Et les rapports que ces structures produisent également, il y a tout un tas de... Il y a des procédures. Il y a des procédures. Et aujourd'hui, la gestion vertueuse, c'est d'abord, disons, faire de sorte que, disons, le bien public, n'est-ce pas, ne puisse pas être dilapidé. Et je pense que les mesures qui sont prises par le chef de l'État, c'est des mesures qui s'appliquent à tout le monde, n'est-ce pas, en termes de gestion vertueuse. Maintenant, le reste, souvent, l'opposition ou bien une partie peut-être de la société civile veut aller plus vite, veut danser plus vite que la musique. Mais une chose est sûre, le Sénégal est un pays de droit, c'est un pays avec des institutions qui fonctionnent, avec un système judiciaire également assez libre, n'est-ce pas, pour ne pas dire indépendant, parce que l'indépendance de la justice applique les lois, n'est-ce pas? Souvent, c'est un concept que je n'aime pas trop. Quand on dit indépendance, c'est comme si on pouvait improviser des choses, mais tout est dans la loi, tout est dans les lois, et une justice doit s'arc-bouter sur les lois. Et sous ce rapport, la gestion, et puis les indices sont là, Mo Ibrahim, les indices de bonne gouvernance. Le Sénégal est bien coté sous ce rapport, même si par ailleurs, à l'instar de tous les pays du monde, on ne peut pas atteindre un niveau, disons, de pays, disons, exemplaire à tout point de vue. Ça aussi, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, même les pays de grande démocratie, il y a des faits de corruption qui existent et qui sont réprimés par les lois et règlements de ces pays. Et là, si on revient par rapport aux défis dans l'immédiat, quels seraient les actes que poserait en premier le candidat Macky Sall? Sous l'angle de son programme. Sous cet angle-là,
Par rapport à l'hiérarchisation des priorités. Aujourd'hui, je pense que, et on ne le dit pas assez, la première priorité du Sénégal, c'est la sécurité. Bon, le président a pu en 7 ans garantir cet aspect. Aujourd'hui, nous sommes à l'abri du grand banditisme, à l'abri du terrorisme. Nous sommes également à l'abri de pas mal de choses. Il va renforcer cela. Mais il va surtout renforcer le PSE. Aujourd'hui, déjà, il est bancable, comme le disait le président de la BAD. Il a pu obtenir le financement de la phase 2 du PSE, n'est-ce pas, qui est une phase assez impressionnante par rapport aux 5 initiatives qu'il va mettre en place. Aujourd'hui, la première initiative, c'est le PSE Jeune. Il va renforcer davantage le dispositif. À l'horizon 2035 ? Oui, mais c'est la phase, disons, quinquennale. Mais le PSE à l'horizon 2035, voilà, a été bien mis en place. Aujourd'hui, tout ce qu'on a eu à obtenir pendant ces 5 ans s'appuie sur cette vision à très long terme. Je donne un exemple très simple. La macrocéphalie urbaine de Dakar a toujours été un problème. Aujourd'hui, la moitié du gouvernement peut siéger à Diamniadio. En termes autoroutiers, on a trouvé 32 km de route. On y a ajouté 189 km. C'est là-bas du désengorgement de Dakar. Et qu'en est-il des questions sociales, comme on peut dire, les services sociaux de base, leur développement? Cela aussi, il s'agit d'une priorité. Il s'agit d'une priorité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chef de l'État entend renforcer le dispositif global de protection sociale. Aujourd'hui, dans les éléments nouveaux de langage, nous avons la couverture maladie universelle. Il y a une bonne partie de notre population qui n'en bénéficiait pas et qui en bénéficie aujourd'hui. Et bon, les Sénégalais parlent beaucoup d'élargissement de cette CMU qui se limite seulement à la prise en charge de l'enfant. Non, non, non. Aujourd'hui, la CMU prend en charge la famille, n'est-ce pas? Il suffit que le père de famille cotise, n'est-ce pas? Et que l'État aussi prend en charge les 50%. Il y a aussi d'autres pans de la société qui bénéficient, par exemple, toutes les femmes qui sont prises en charge dans le cadre du programme de bourse de sécurité familiale sont basculées en même temps dans ces filets sociaux. Par rapport aux perspectives, il y a également, disons, le PSE numérique. Le président va renforcer ce dispositif pour pouvoir déjà garantir une couverture numérique intégrale, mais également articuler cela aux nouveaux métiers du numérique pour permettre, disons, aux startups sénégalais, n'est-ce pas, d'éclore. Déjà, il a mis 2 milliards avec la DER à ce niveau. Il y a également, j'en ai parlé tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire, mais surtout, on ne le dit pas assez, il y a le PSE vert. Aujourd'hui, c'est 40 000 hectares de nos terres qui sont perdus, n'est-ce pas, à cause de l'avancée du désert. Et le président a mis en place un programme très innovant, qui va même créer des emplois sous ce rapport. Et ça, je ne l'ai même pas vu dans le programme de nos candidats, qui ne sont peut-être pas très écolos, mais c'est dans une approche développement durable. Mais enfin, la 5e initiative, l'industrialisation. L'industrialisation du Sénégal qu'il va accélérer davantage, mais qu'il va articuler au record de productions agricoles qu'on a eu à obtenir pendant le septennat qui s'écoule. Et ce cap sur l'industrialisation. Absolument. Voilà. Alors, Monsieur Fall, avant de quitter un peu ce chapitre, peut-être on a beaucoup parlé aussi de la rationalisation des structures administratives pour une meilleure prise en charge des missions des institutions étatiques, pour veiller à la qualité des services rendus aux usagers, n'est-ce pas? C'est une question, je pense, qui est transversale dans les programmes des différents candidats. Ça, je l'ai un peu relevé, même si vous me direz que peut-être les uns par rapport aux autres n'ont pas le même niveau de lecture. Mais c'est important si on veut arriver à cette équité dont on parle tant dans ce pays. Je pense que le Sénégal est un pays qui a fait de très belles avancées et qui cherche à renforcer ou à se renforcer davantage sur beaucoup d'aspects. Et c'est pourquoi la prise en compte par les uns et les autres de cette question qui est centrale aujourd'hui, parce que le développement d'un pays passe par une bonne lecture et surtout une bonne synergie d'action. C'est dans cette synergie d'action que l'on peut dire nous avons fait des enjambées qui peuvent nous permettre de dire dans 5 ans. Vous aviez parlé tout à l'heure du PSE en mettant l'accent un peu sur la dimension quinquennale. Donc vous font une lecture qui va jusqu'en 2035 et au-delà de 2035, qu'est-ce qui va se passer? Mais le Sénégal va continuer. Donc il faudrait que dans la démarche quinquennale également, je ne sais pas qu'est-ce qui va être remis en cause par les uns et les autres, donc on vous dira que ce PSE-là de Macky Sall, nous n'en voulons pas. Ils veulent nous proposer autre chose. Mais en tout état de cause,
il s'agira d'avoir une lecture programmatique pour pouvoir bien aller de l'avant. Et je pense que sur certaines questions qui sont aujourd'hui centrales, l'unanimité s'est quasiment faite. Alors, Monsieur Lyon, vous êtes d'avis? Je vous vois bouger un peu la tête. Oui, souvent je taquine nos amis de l'opposition en leur disant qu'il n'y a pas d'alternative au PSE. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas d'alternative au plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall, il a été élu dans un premier temps. Il va faire au maximum de mandats. Et sous ce rapport, le fait qu'il ait eu une vision à long terme s'inspire un peu du modèle chinois et du modèle malaisien, avec des plans qui s'inscrivent dans la durée. Maintenant, le PSE, c'est quoi? C'est la transformation structurelle de notre économie. Donc, ça fait unanimité. Mais ce qu'il a déjà fait en 7 ans montre aujourd'hui qu'on est sur la bonne voie. Alors, je ne vous coupe pas, mais déjà, M. Fall a parlé tout à l'heure du renforcement de nombreux secteurs. Et là, on va parler du renforcement de la démocratie, n'est-ce pas? Avec le Sénégal qui a toujours été pris en exemple en matière de démocratie dans la sous-région et qui a beaucoup fait l'objet de nombreuses critiques, notamment sur le plan judiciaire, avec certains mêmes procès, si vous m'excusez du terme, qui ont été qualifiés d'être politiques. Oui, moi, souvent, quand on en parle, bon, je me dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prisonniers d'opinion au Sénégal. Déjà, même dans le secteur de la presse, le président Macky Sall, en 7 ans, n'a pas emprisonné un seul journaliste. N'est-ce pas? Il ne l'a pas fait, contrairement à ses prédécesseurs, n'est-ce pas, qui ne sont peut-être pas des modèles sous ce rapport. Au-delà de ça, ce qu'on appelle procès politique, c'est quoi? C'est des faits de mauvaise gestion, c'est des faits délictuels. Parce que quand quelqu'un, pendant 8 ans, fait de la fausse facturation, n'est-ce pas, sur la base de, disons, des bases très légères, et qui ne conteste pas les faits, parce qu'il est acteur politique, on doit se taire. Il y a des milliers de Sénégalais qui sont traduits devant les tribunaux, du matin au soir. Les acteurs mais de manière globale, il y a de nombreuses décisions judiciaires qui ont été mises en cause par certaines institutions, comme la CEDEAO par exemple, si nous prenons le cas de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Oui, François Fillon en France, en pleine campagne, quand il a été interpellé, il a parlé de procès politique. Un acteur politique, ce qui est important, c'est les faits. Pour le cas particulier du maire de Dakar, pendant 8 ans, il a fait de la fausse facturation, qu'il n'a pas nié. Le procès est toujours en cours. Qu'il n'a pas nié. Qu'il n'a pas nié. Donc, c'est pour dire quoi? C'est vous dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, ce que les gens doivent comprendre, et ça, c'est du classique, le procureur, même après les enquêtes, il y a un juge d'instruction qui est instruit à charge et à décharge. Ensuite, maintenant, il y a les magistrats assis, comme on les appelle, qui jugent sur la base de faits, sur la base de témoignages, mais également même qu'ils peuvent juger sur la base de leur intime conviction. On n'en est pas arrivé là. Ils n'ont pas jugé sur la base d'intime conviction. Ils ont jugé sur la base de faits que les prévenus n'ont pas contestés. C'est les prévenus qui ont essayé de déplacer le débat sous l'angle politique en pensant qu'avec une certaine pression et avec des artifices de forme, ils pouvaient faire retarder le procès. Alors, mais il y a des faits, c'est des dossiers où il y a des faits. Et, soit dit en passant, ce qui a été reproché à Khalifa Sall, il a pris le minimum. Juste un exemple parmi d'autres. Le juge a été indulgent parce qu'il a pris le minimum 5 ans. Parce que l'article qui visait dans le code pénal sénégalais parlait d'un minimum de 5 à 10 ans. Donc c'est pour vous dire quoi? Beaucoup de gens en parlent, mais le fond des dossiers, dans le fond des dossiers, il y a toujours des faits avérés. Et les témoignages également recoupent cela. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est de s'inscrire dans une logique disons, de cohésion, d'entente. Et sous ce rapport, le président Macky Sall est assez humaniste sous ce rapport. Mais toujours est-il que force doit rester à la loi. Maintenant, après les jugements, les gens peuvent toujours poser les actes politiques qu'ils veulent. Comme on le dit, laissons la justice faire son travail. Alors, M. Fall, cette image du Sénégal qui a un peu été ternie dans la sous-région, on voyait le Sénégal dans certains œils par rapport à sa démocratie et qui a beaucoup été critiqué ces dernières années. C'est vrai, je vous ai parlé tout à l'heure de cette disposition que Macky Sall, lui, a voulu parfaitement mettre en œuvre, la traque des biens mal acquis. Je vous en ai parlé, c'est une demande sociale. Et où en est par ailleurs cette traque? C'est la question qui se pose. C'est la question qui se pose et qui est troublante. Parce qu'à la vérité, on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être davantage, ou en tout cas
que beaucoup d'autres personnes soient aujourd'hui sous l'œil du tigre pour pouvoir répondre. Mais M. John a dit tout à l'heure, des choses se sont faites que le Sénégalais lambda ne peut pas savoir. Nous, on veut savoir qui a fauté, qui a été condamné, qui a eu à réparer. Vu que les déclarations ont été faites publiquement, donc il faudra tout faire publiquement pour que le peuple soit au courant. Et c'est une obligation. Et cette obligation, je pense que le prochain président de la République nous aidera à en connaître davantage, à en savoir davantage pour nous permettre véritablement d'être dans notre dimension de citoyen. Parce que ça également, c'est un problème au Sénégal. Quand je dis notre dimension de citoyen, vous voyez les citoyens sénégalais, nous sommes faciles à critiquer notre justice. Nous disons n'importe quoi sur notre justice. Excusez-moi de le dire comme ça. Que l'on sache, que l'on ne sache pas, que l'on soit bien instruit ou pas. En tout cas, dès que la justice se saisit d'un dossier, c'est dans les grandes places et tout le monde en parle. Le débat devient passionnel. C'est normal, quelque part, vous me direz. Mais je pense que si nous élevons notre degré de citoyenneté également, cela nous permettra de mieux comprendre les enjeux qu'il y a dans notre pays et de voir comment peut-être accompagner cela. Ne pas verser simplement dans la passion. C'est ça qui est négatif, quelque part, dans notre pays. Et je pense que quand un ancien Premier ministre, Abdou Mbaye, disait que nous sommes assis sur des décombres, c'était en 2013, parce que sa lecture se posait sur le plan comportemental. Parce que c'était le legs de Abdoulaye Wade d'une certaine manière, les 12 ans de legs du libéral Abdoulaye Wade, qui a complètement défiguré ce Sénégal et s'atteler à remettre les choses en place, c'est extrêmement important. Oui. Bon, au fait, nous sommes à 1 minute de la fin de cette seconde partie. Là, peut-être une dernière question que j'aimerais bien qu'on aborde peut-être en 30 secondes avant que je ne donne le dernier mot à M. Ndione. Oui. L'économie, par exemple, la transparence dans la gestion des ressources naturelles, pétrole, gaz. Le Sénégal, on découvre de nouvelles richesses dans notre pays. La polémique sur les contrats signés, entre autres. Peut-être un dernier mot, que devra-t-il faire le prochain président pour que tout cela profite au pays? La transparence. Moi, le mot que j'ai sur mes lèvres se situe à ce niveau-là. L'on nous dit aujourd'hui que l'ensemble des contrats, vous pouvez les retrouver sur certains sites. C'est bien par rapport à la transparence, mais que l'on pose davantage le débat également, que les citoyens sénégalais comprennent quels sont les enjeux. Vous savez, l'on parle de malédiction du pétrole. Tout le monde vous dit aujourd'hui, ah non, nous allons échapper à cela. Mais nous allons y échapper comment? C'est en étant justement dans une démarche vertueuse pour revenir un peu sur cette question de bonne gouvernance que l'on a posée dès le début. C'est cela également, je pense, que la donne la plus importante. Alors, nous sommes arrivés au terme, peut-être rapidement, M. Ndione. Oui, sur cette question, bon, tous les contrats pétroliers et miniers du Sénégal sont consultables en ligne www.itie.sn. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et d'ailleurs, l'ITIE international a considéré que le Sénégal est un des meilleurs pays en Afrique, voire même au monde, en termes de transparence sous ce rapport-là. L'autre aspect, l'autre défi, le défi, c'est le partage. Et sous ce rapport, le président Macky Sall avait eu à convier toute l'opposition, toute la classe politique sénégalaise, toutes les forces vives, autour d'une grande réflexion sur le partage, sur les perspectives. Et sous ce rapport, il y a le COS-Pétro-Gaz qui travaille là-dessus. Il n'y aura pas de malédiction du pétrole au Sénégal. Il y aura une bénédiction parce que nous avons à la tête du pays un des meilleurs experts du pétrole en Afrique. Par ailleurs, cet acte a été salué par tout le monde. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de ce débrief très intéressant. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief sur Médian TV Afrique. Et un grand merci à nos invités, à la partie rédactionnelle et technique. Au revoir.